Allez, mesdames et messieurs, Brouchim Abaïm, bonsoir à toutes et à tous pour notre cours hebdomadaire. Comme je le dis, comme d'habitude, bravo pour le déplacement, bravo pour les femmes. Alors on voit que ça recommence un petit peu à se remplir. Ça y est, les vacances sont terminées, la rentrée est passée. Mais moi, je vous dis, moi, ceux qui me donnent ma force de venir, c'est vous. Ceux qui me défient chaque semaine de devoir trouver des nouveaux chidushim et tout, bémet, c'est vous. Ce serait peut-être des fois peut-être simple d'avoir affaire à un public différent, de faire des fois plus simple, de prendre des cours qu'on a déjà donnés, que personne n'a entendu. Mais la réalité de savoir que chaque semaine, il faut que je renouvelle, c'est un très beau défi. Donc bon, Hachem, c'est grâce à vous tous. On bénit Bézant Hachem ce Makok, toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Évidemment, Baruch Hachem, l'organisme de Torah Box qui fait un travail extraordinaire. Le Rav qui nous reçoit, le Rav Avner qui nous reçoit vraiment comme des rois. Hachem, des brachot pour tous, Amen. Des choses pour tous si Dieu veut. Et évidemment, aujourd'hui, je dis malheureusement, nos pensées vont aux victimes de l'attentat qu'il y a eu aujourd'hui à Jérusalem. Sachez, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent le sommet de Ramoth, là où l'attentat il a eu lieu, pour ceux qui connaissent un petit peu Jérusalem, c'est la Tachana Merkazit des religieux. Il n'y a que des religieux à cet endroit-là. Et j'ai vu la vidéo, on voit, Laura Leno, que des gens vestés chapeaux, courir, des dates, etc. Le bus, c'est une horreur. Et juste au passage, c'est à 2 minutes en voiture de Torah Box, du siège de Torah Box. Quand j'ai vu ça, vous savez pas le nombre de fois où je passe là-bas en voiture. J'ai eu des mecs très mal au cœur. Et j'ai levé le dossier aujourd'hui, je dis que je m'en fous, c'est trop. C'est trop. Jusqu'à quand tu vas comme ça nous mettre à l'épreuve. Et notre Emouna, il faut dire à Kol les Tova, il faut dire que oui, c'est ce qu'il fait, c'est vrai. Bahroui Yeshiva qui a été touché de la Yeshiva de Kol Torah. Je vais vous dire une chose. Des gens comme ça, chaque juif il est exceptionnel, d'accord? Je ne fais aucune comparaison, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mais quand on va toucher un Ben Torah, quelqu'un qui a voué sa vie à la Torah, vous savez comment ça s'appelle? C'est un korban. C'est un korban Ola. C'est ce que c'est un korban Ola? C'est un korban qui était complètement consumé au Beth Amikdash, où personne n'avait aucune part, c'était que pour Hachem. Hachem il prend comme ça des fois des chamottes. Alors Hachem évidemment qui sait ce qu'il fait, mais nous on est là avec nos yeux, avec nos réglachotes, avec nos ressentis, on a mal. Je suis en train de dire à Mahavoda cet après-midi au collège, tu sais à quoi il pense à Bahroui Yeshiva cette période? Tu sais à quoi il pense? À 2 semaines de Rosh Hashanah, il dit qu'il faut qu'il aille voir le responsable de la Yeshiva pour qu'il bloque sa place, qu'il est bien présent pour la fête, pour les tfilotes. Il est en train de s'organiser, il a pris son rendez-vous chez le coiffeur pour arriver bois Yom Hadin, il a fait nettoyer son chapeau, il a fait... Qu'est-ce qu'il y a Bahroui Yeshiva dans sa tête? Il n'y a que ce qui tourne autour de la prière, de l'imotora et des choses comme ça. Alors sachez, je vous dis vraiment, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est un appel pour nous. C'est un appel pour nous, je vous dis la vérité. Ça m'a fait très mal au cœur cette histoire. Je me dis, moi je suis un peu détaché des médias, etc. On en a parlé aujourd'hui, je me suis arrêté, j'ai regardé, etc. Et on voit Baruch Hashem qui a participé à l'arrêt de ces monstres, de ces animaux. Un Bahroui Yeshiva. Un Bahroui Yeshiva, on le voit arriver, vous avez vu les vidéos. On voit le bus qui est attaqué, et d'un coup on voit un petit peu éloigné du bus quelqu'un qui n'était même pas dans le Hézor. On le voit courir près du bus, le courage qu'il a. Il avait une arme qu'il a eue que l'année dernière, grâce à la loi de Ben Gvir. Il a sorti son arme, il rentre dans le bus pour leur faire face. Mais vous imaginez le courage qu'il faut. En bon, évidemment, ils ont été abattus, ces animaux. Mais les pertes que l'on a, elles sont horribles. 4, 5 morts, des blessés graves, plus maintenant le trauma, plus truc. On dirait que je Bourma, il est. Et imaginez une chose, j'ai eu encore le déclic cet après-midi au collège. Vous imaginez que ça a été décrété quand? Par Rosh Hashanah l'année dernière. Mais c'est terrible. Je vous dis la vérité. Et justement, on va parler de ça ce soir. De l'importance, écoutez bien ce que je dis, de l'importance du début de quelque chose. Et en l'occurrence, évidemment, le début de l'année. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va influer sur tout ce qui va suivre. Alors, je vous dis, on se dit, bon voilà, on est à 2 semaines de l'année, ça y est, on a tout passé. On ne sait pas ce que chez nous réserve. Chas v'shalom, sur des mauvaises choses qu'on a eues aujourd'hui, mais je veux aussi être positif. Moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif. J'ai mal, mais j'essaie toujours de me concentrer sur le côté positif. On peut, Bézrat Hachem, encore assister à de très très grands miracles pour l'âme Israël. 2 semaines, c'est énorme. Regardez, Chas v'shalom, en 10 minutes, ce qui s'est passé, l'horreur, ce qui s'est passé. Imaginez, comment on dit, Yeshuat Hachem, qui est Refaïm. Les choses d'Akishbour, ils viennent quoi? Le temps d'un clin d'œil. C'est la folie quand ça peut aller vite. Donc j'espère qu'à travers le cours d'aujourd'hui, on va comprendre à quel point on a une responsabilité. Tous, autant qu'on est. Et à quel point les efforts qu'on peut fournir sur la dernière ligne droite avant Rosh Hashanah, combien ça peut nous sauver encore l'année actuelle et évidemment l'année à venir. Alors Bezrat Hashem Shadrim Ilo Nishmat
pour ceux bémet qui sont niftarim al kiddush Hashem, n'oubliez pas quelque chose, chaque personne qui est tuée, qui est touchée, pour une seule raison, c'est parce qu'il est juif, ça s'appelle qu'il meurt al kiddush Hashem. C'est tout. Qu'il soit été Khadasham un rachat toute sa vie, qu'il n'ait jamais fait Shabbat, qu'il n'ait jamais fait mitzvot, ce que tu veux. Mais sauf au Davar, tu as été touché, tu as été pris à partie parce que tu es juif, ça s'appelle kiddush Hashem. Et vadaï que ces gens-là, leur place elle est directement en haut, quand elles montent en haut, mitachat qui s'est à Kavod. Là où Akash Baruch il est assis, la Neshama elle a sa place juste à côté de lui. Alors imaginez encore plus des gens chombrés Torah mitzvot, des gens dans la Torah, des gens qui ont voué des gens dans la Torah, ça s'appelle des korbanot. C'est des caparotes, ce sont des caparotes à la veille de Rosh Hashanah pour le Ham Israël. Mais encore une fois, ça va être un réveil pour nous. En Bezrat Hashem, Shadrim lo Nishmatam, et que nous on soit Chosrim B'Tchouva, et que, évidemment, que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soit jamais en vain. Amen. Alors, mes amis, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler justement de la responsabilité, de l'importance du début. Vous savez, il y a un mercat, il y a des statistiques, je vous parle de statistiques qui ont été faites entre 1979 et 89. Vous pouvez regarder sur Google, par une chercheuse qui s'appelle Lisa Kahn. Elle s'amusait à faire une recherche, elle a voulu savoir, dans le milieu du travail, comment c'est que des fois vous voyez des gens qui commencent une carrière, d'accord, on va dire, je sais pas moi, dans le high-tech, ou dans, je sais pas moi, dans la finance, où vous voulez. Vous voyez des gens, des fois, à quelques temps d'écart, 1 an, 2 ans, 3 ans d'écart, des gens qui font le même parcours, qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes qualités, tout ce que vous voulez. Pourtant, il y a des gens où leur carrière, elle stagne complètement toute leur vie, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de travail, le type, il a à peine décollé de la place où il était à l'origine. Et il y a des gens, en 2, 3, 4 ans, ils ont eu des promotions, ils ont eu des responsabilités, ils ont eu des salaires augmentés, ils ont eu des tnaïm extraordinaires. Et c'est bien, comment ça se fait? Est-ce que c'est une question d'intelligence? Est-ce que c'est une question peut-être de talent? Ils ont fait un mercat, ils ont fait des statistiques. Et sachez qu'ils se sont rendus compte d'une chose qui est très très intéressante. Très souvent, le changement qu'il y a eu dans les carrières des uns ou des autres n'a rien à voir avec leur qualité. Mais absolument rien, ni au niveau de leur CV, ni au niveau de leur travail forcément qui ont été accomplis. Bon, évidemment, on ne parle pas de Glander. Lui, en général, on le remercie tout de suite. Merci, pas besoin de vous présenter lundi matin au bureau. Non. Des gens vraiment identiques. Ils sont à l'heure au travail, ils font leur job, ils amènent les bons résultats. Et vraiment, il y avait des différences. Il y en a qui ont eu des... Attention, hein, on parle de milliers de dollars de différence sur leur salaire mensuel à travers les années. Et il y en a qui n'ont pas bougé du tout. Pareil au niveau des responsabilités. Ah, il a été nommé cadre, l'autre il est resté, j'ai envie de dire, peut-être presque à la photocopieuse. Vous voyez, vraiment, ça a été... Et comment ça se fait? Ils se sont rendus compte que tout dépendait de quand ils avaient commencé leur travail. Je m'explique. Est-ce qu'ils avaient commencé à être embauchés dans une période de l'année où il y avait de l'argent, il y avait... le travail se portait bien, il y avait de la dynamique dans tout ça, ou au contraire, c'était peut-être des fois des années où il y avait des crises financières, etc., le crash boursier et tout. Et ça a été prouvé que quand les gens ont été engagés dans des périodes financières compliquées, on va dire un petit peu pour tout le monde, et ils ont été, écoutez bien, quand ils ont été engagés, un petit peu codifiés comme ça, on les a comment vais-je dire? Pardon? Catégorisés. On les a formatés, de manière à ce que chaque chose qui se passe maintenant, c'est un peu compliqué. Ils ont commencé à travailler comme ça pendant quelques temps, 1 an, 2 ans. Puisqu'ils ont commencé comme ça dans leur tête, ensuite, ça a été impensable pratiquement de demander une augmentation, de demander un changement, de demander une évolution. Mais encore une fois, le marché s'est un petit peu rééquilibré, on parle moins du crash boursier. Mais ce qu'ils ont ressenti au début, le début, il les a tellement marqués que toute leur carrière, ils n'ont pratiquement jamais osé demander, peut-être même voire penser, à une augmentation, à une évolution quelconque. Alors que des gens qui sont rentrés dans le milieu du travail, quand tout se portait bien, et les banques elles prêtaient, on parlait de salaire sans aucun problème, et on croyait dans le marché, on croyait à la bourse, on croyait à tout ce que vous voulez, et bien ces gens-là, très facilement, au bout d'1 an, 2 ans, ils venaient voir leur supérieur. Écoute, voilà, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, viens maintenant on parle sérieusement, viens on parle d'augmentation, on avait dit, et ces types-là, ben, ils ont été augmentés. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? L'importance de l'impact qu'il y a par le début sur une personne dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. La manière dont tu vas commencer quelque chose, allez, je ne vais pas dire à 100%, je vais dire à 80%, ça va impacter la suite de ce qui va se passer avec toi. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce qu'il dit le Baal Shem Tov, dans le début de chaque chose est caché le code génétique, peut-être on va dire ça, de toute la suite de ce qui va se passer après.
Le début renferme le secret de l'avenir. Prenez une graine que vous allez planter maintenant. Si on prend des microscopes, je ne sais pas comment on va appeler ça, on va faire des prélèvements et des analyses, vous allez voir que tout ce qui va se passer dans l'arbre, il est déjà codifié dans la graine. C'est le principe du bourgeon. Bien sûr, la force de l'arbre, la taille du fruit, la couleur du fruit, tout. Évidemment, après, il va avoir des impacts. Il va avoir les intempéries, il va avoir la pluie, il va avoir le soleil, mais la capacité de ce qui se passe, elle est dans quoi? Une toute petite graine. Où ça? Au départ. Est-ce que tu l'as planté au bon moment? Est-ce que tu l'as bien arrosé au début? Après, si tu as loupé le coche du début, tu peux un petit peu rattraper. Ce ne sera jamais pareil. Alors que si tu commences bien au départ, il y a plein de choses qui vont suivre derrière. Et à quel point c'est important, mes amis, dans notre période à nous, justement, le Zman de Elul, veille de Rosh Hashanah, et évidemment, à la veille du Chodesh Tishri, où c'est vraiment le mois le plus, j'ai envie de dire, le plus fou de l'année. Le plus fou de l'année, c'est incroyable. Il n'y a rien qui est fixé. Il n'y a rien qui est fixé. Vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de rabbanim qui s'avirent dans les lignes de la main. D'accord? Il y a des gens qui savent, on appelle ça, aussi dans le visage, à Chochmat, à Panim. On peut voir, il y a des gens qui savent, on dit que le Harizal, la Lava Shalom, sont tout à fait dans les Amen. Quand quelqu'un venait le voir, il n'avait pas besoin de parler avec la personne, il venait le voir, il le regardait son front, il savait exactement qui il était, qu'est-ce qu'il avait fait, dans le bien comme dans le moins bien. Type, ils avaient honte. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens quand ils allaient voir le Harizal? Ils ne voulaient pas être grillés, ils ne voulaient pas être critiqués, ils ne voulaient pas avoir de rencontre sur quelque chose. Ils mettaient à chaque fois une casquette, ils cachaient leur front. Ils ne voulaient pas que le Harizal voit le front. Et un jour, moi, j'ai vu Rabbi David Pinto chez Irié. Il ne m'a jamais dit ce qu'il fait. D'accord? Mais un jour, il m'a dit, j'ai entendu de sa bouche, il m'a dit, mon fils, n'oublie pas, tout est marqué ici. Tout est marqué ici. Alors moi, quand je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois des fronts lisses, peut-être un peu plus de rides à droite, à gauche. Je sais pas. Peut-être un peu de bronzage encore du mois d'août. C'est tout ce que je vois. Il y a des gens qui voient quelque chose de très spécial. Et même dans les mains, comme vous savez, il y a les traits de la main. Et on peut lire des fois, bébé. On dit l'avenir, le passé, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Moi, je ne suis pas encore kabbaliste, je ne sais pas un jour si je le serai, ça ne m'intéresse pas. Mais il vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la main. Mais quand on allait voir beaucoup de rabbanim en Elul et en Tishri, les rabbanim disaient on ne peut pas lire dans la main. Pourquoi? Parce que tous les jours, ça change. Tous les jours, ça change. Alors toi, tu vois ça, je vous mets au défi, essayez de regarder ce qu'il y a dedans, vous n'allez pas voir de changement dans votre main. Si vous avez vu, c'est que vous avez bu un peu trop à l'apéro. C'est tout. Ou vous êtes des grands sadikim, des starim cachés. Mais les bémettes, les grands rabbins qui te voient, ils disent on ne peut rien dire maintenant. Parce que tout est en train maintenant d'être redistribué. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc on est vraiment maintenant à la veille du début de l'année, de la destinée, de notre vie. Il faut comprendre, regardez, je vous dis, retournez-vous une seconde et regardez votre année. Comment elle a été? Sympa, moins sympa, mieux que l'année d'avant, plus difficile, plus mis à guérir, il y a eu plus de défis, c'était mieux, c'était moins bien. Dites-vous que toute l'année qui s'est écoulée maintenant, elle est dépendante de vos agissements, évidemment, au fur et à mesure de l'année, mais essentiellement dans la période de Elul et de Tishri. C'est quand je pense à ça, même si des fois il y a des choses que j'ai pas envie de faire, j'ai pas les nerfs, j'ai pas envie de travailler ça, j'ai pas envie de me reprendre sur ce point. Quand je pense à ça, je me dis, mais attends, t'es bête. C'est vrai, si on te parle ici d'un investissement à long terme, avec le moins d'efforts possible. C'est-à-dire, tu bosses entre guillemets un mois et demi, t'es tranquille pendant 10 mois et demi, 11 mois. Elle est belle. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que si vous êtes des tzadikim en Elul ou Tishri, vous faire n'importe quoi ensuite pendant décembre, janvier. C'est pas ça qu'on dit. C'est que essayez d'être droit toute l'année, mais assurez-vous d'être irréprochable dans les jours justement de la période qui concerne Rosh Hashanah et Kippour. Parce que c'est très important. Donc quand on sait que tout va être défini au début, quand on est dans des jours comme nous, les amis, il faut vraiment, vraiment prendre conscience à quel point nos agissements de maintenant, il faut être vraiment focus sur ce qu'on fait pour comprendre qu'il y aura vraiment un impact réel sur la suite. Et regardez comment dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la Torah, justement, elle va mettre le point sur le début. Oui, je vous dis, les parachutes, elles ne sont jamais distribuées au hasard dans l'année. Pourquoi on va lire cette paracha à telle période et cette paracha à telle période? On va parler de la paracha de Kitavo. Une des mitzvot qui sont ramenées, c'est quoi là-bas? C'est la mitzvah des Bikurim. C'est quoi rapidement les Bikurim? On rappelle, une personne en Eretz Israël qui avait planté un des 7 fruits d'Israël, et d'un coup il voit qu'il a une première pousse. Il y a une date qui va pousser. Qu'est-ce que la Torah lui demande de faire? Le premier fruit qui pousse, qu'est-ce que tu fais? Tu dois
le signaler, entre guillemets. Tu dois l'entourer d'un fil pour te rappeler que ça a été le premier bourgeon, ça a été le premier fruit qui aura poussé. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec ces bikurim? Tu vas devoir le prendre et monter à Yerushalayim, te réjouir là-bas, dire merci à Hachem sur ce qu'il t'a donné et manger là-bas. Ok? Il y a fait. Maintenant, sachez que la notion de prémisse, c'est pas uniquement dans les fruits. Elle revient dans tous les stades vivants dans le monde. Et j'explique. On a les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Sur chaque chose, la Torah, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'on a on va appeler ça on va appeler ça peut-être en minéral, en tout cas domème. C'est quoi quelque chose qui est domème? C'est quelque chose qui ne bouge pas. Vous avez, mesdames, ça vous concerne, la mitzvah de challah. Quand vous faites une pâte d'à peu près 2 kilos, qu'est-ce que vous devez faire? Afrachat challah, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une obligation? Vadaï. Est-ce que vous faites une bracha? Vadaï. Est-ce que celui qui fait une afrachat challah, qui fait les tefilot à ce moment-là, c'est très très grande ségoula de Yeshuot? Vadaï que oui. Mamash, sachez que l'afrachat challah, mes amis, moi je vois des rabbanim assister à des afrachat challah organisés par Dieu pour faire un cours. Et moi j'ai déjà vu des rabbanim, enfin entendu, je n'ai pas assisté, mais qui ont demandé à faire l'afrachat challah. Ils ont dit, vous imaginez même pas le Ed Ratson que c'est au moment de l'afrachat challah, ce que ça peut être, ce que ça peut donner. Donc la Torah elle demande Reshit Achisotechem Chala Teruma Lachem. Quand vous allez faire ça, il faut prélever donc la dîme pour Akadosh Baruch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le tsoméar, dans ce qui pousse. On vient de parler des fruits. Une personne est là, elle doit entourer dans les sébikourim, elle a l'obligation de les amener à Yerushalayim et de dire merci à Hachem. Et ensuite, on a les animaux. Vous savez qu'il y a une obligation de racheter les premiers de certains animaux, dont l'âne, Peter Hamor. Vous savez que moi, un jour, j'ai pas assisté en vrai, mais j'ai assisté en vidéo. C'est incroyable. Des fois, on se dit c'est quelque chose qui n'existe pas, mais pas que ça existe. J'ai vu ici dans un kibbutz en Israël, où il y avait un fermier qui avait il y avait son ânesse qui avait accouché d'un petit. Ils ont dû appeler un Cohen, etc., pour faire vraiment tout le tekes, tout le truc, pour racheter le premier de là, parce que c'est une mitzvah de Horaïta. Peter Hamor Tifdé. Tu es obligé de racheter le premier-né d'une ânesse. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a nous, les êtres humains. On a la mitzvah de quoi? De Pidyon, Aben. Pour ceux qui ont, Rabotai, pour ceux qui ont eu le mérite d'avoir, pour Hachem, des enfants. Déjà en soi, c'est un miracle énorme, il faut dire merci à Dieu. Je m'adresse à tous peut-être les Marocains de la salle, je dis Marocains ou toutes les autres origines, hein. Ceux qui font la tête quand ils ne sont pas un garçon au début, parce qu'ils voulaient faire un mitzvah de Pidyon Aben, et qu'ils ont eu qu'une fille. Ah, les pauvres, ils ont eu qu'une fille, bande de fous. Qu'est-ce qu'il dit Srazal? Bad Bechora Siman Tov les Banim. Une personne qui a une fille en premier, c'est un très très bon siman pour les enfants derrière, pour les garçons derrière. Premièrement. Et à part ça, moi je conseille une petite fille en Bechora. C'est une bracha. C'est une bracha. Donc je vous souhaite déjà d'avoir, on va souhaiter que tous ceux qui n'ont pas d'enfants, avant Rosh Hashanah. Amen. Maintenant il y a ceux, voilà, ils ont eu un garçon. Alors pourquoi on est content? Parce que bon, il y a le côté un peu macho, voilà, j'ai eu un garçon en premier. Et ensuite, vous avez la mitzvah de Brit, et ensuite, évidemment, vous avez la mitzvah de Pidyon Aben. Pareil, sachez, mes amis, que si un jour vous avez l'occasion d'assister à un Pidyon Aben, alors, je ne sais pas pourquoi, dans la tête des gens, c'est pas très important. La Brit, tout le monde court, parce qu'il y a Yawanavi, parce qu'on est pardonné des fautes. Pidyon Aben, les gens, ils font un peu, j'ai remarqué, hein. J'ai été invité à un Pidyon Aben il n'y a pas très longtemps, on n'était pas si nombreux que ça. Et j'ai été très déçu. Pourquoi? Sachez une chose. Que celui qui assiste à un Pidyon Aben, c'est comme si qu'il avait jeûné 84 ta'aniyot. 84 jeûnes. Rien que le fait d'assister à un Pidyon Aben, c'est comme si vous avez fait 84 fois Tisha B'Av ou Yom Kippour. 84 fois. Vous imaginez? Tu arrives là-haut, on se dit bravo pour les jeunes. Hein. Autant la vérité, mais c'était un problème. Le type, il a vécu que 90 ans. Comment il a fait 84 que tout ce qu'il a fait? Il a dit non, vous n'avez pas compris. Il a assisté une fois à un Pidyon Aben dans sa vie. Waouh! Il y a des grands moments. Donc on voit que même nous, la Torah nous demande de quoi? De racheter nos premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le premier. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? La Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit quoi? Que même par rapport au temps, il y a une importance. Vous avez l'importance, évidemment, de Rosh Hashanah, le début de l'année. Vous allez avoir l'importance, sur quoi on met l'accent quand ce n'est pas les années, on descend un petit peu d'un niveau, le mois, Rosh Chodesh. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez la semaine, Shavua Tov. On se souhaite Shavua Tov. Et le matin, qu'est-ce qu'on se souhaite après la Tfila? Boker Tov. Donc à chaque fois, on voit que quoi? Que Tov, 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 Tov. Qui a dit en premier le mot Tov dans la Torah, dans l'histoire? C'est Akadosh Baruch Hu.
Veine Tov, 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 et à la fin il a été Mesakem en disant Veine Tov Meod. Donc on voit que ça a son importance. La question elle est, mes amis, mais il y a quoi dans le début qu'il n'y aura pas à la suite? Ok, on sait dans la tête que le début c'est important. Mais la question pourquoi? Et si la Torah elle a mis tellement l'accent que sur chaque étape de ce que tu fais, ça concerne ce que tu manges, tes animaux, ta femme quand tu es dans la cuisine, toi quand tu as un enfant, pourquoi est-ce qu'il y a tellement une importance? Même regardez, le Bechor par exemple, on parlait du Bechor des êtres humains, c'est incroyable de voir que même quand on arrive, moi, à Mea Isrim, quand le papa, le maman décède et on doit arriver maintenant à dispatcher l'héritage, n'est-ce pas? Selon la Torah, vous savez, le Bechor, garçon, ça veut dire s'il est né en premier, pas s'il y a une fille, ensuite un garçon, ça ne tient pas. S'il y a eu un garçon vraiment premier-né, qu'est-ce que la Torah lui offre? Le double de tout le monde. Le double de tout le monde. C'est-à-dire, toi, tout ce qu'ils vont recevoir les autres, toi, tu as le double. C'est même, écoutez bien ce que je vous dis, ça paraît fou. Le gosse, à l'âge de 20 ans, il a pris ses affaires, il est parti s'installer à New York. Il a fait ses études, il a rencontré sa femme. Toute sa vie, il a vécu à l'américaine, il a vécu le rêve américain. Ses parents, ils étaient en France, ils étaient en Israël, ils ont passé des hauts, des bas. Il y avait les autres enfants qui les ont entourés. Lui, il a toujours été un peu plus détaché. Arrive 120 ans, monsieur, on te paye une carte, un billet d'avion, viens récupérer ton chèque, tu as x2, que tout le monde alors que tu n'as rien foutu toute ta vie. C'est fou ou pas? Alors encore une fois, c'est Alpia Torah. Il faut respecter ça. Je m'adresse à tous les cadets, les frères et sœurs. Sachez une chose. Des fois, moi j'ai vu beaucoup de familles se déchirer à cause des héritages. J'ai entendu des histoires. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, s'il y a des parents qui savent malheureusement que les enfants, c'est pas une question d'être shomer Torah mitzvot, c'est pas ça. C'est qu'ils sont trop, ils vont pas accepter ce genre de choses-là. Même si la Torah l'autorise sans problème, ça va faire des problèmes. Prenez un testament, faites que tout est divisé à part égale et tu règles le problème dans tout le monde. Il n'y a pas de problème, chacun a reçu sa part, il n'y a pas de souci. Non, la Torah elle a donné le srout de le faire. Elle a donné le srout au père de le faire. Mais si, écoutez bien ce que je vous dis, si ça risque de faire des gros problèmes, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom pour le jalon. Donc il faut être intelligent. Mais là encore une fois, si une personne elle sait que c'est quelqu'un qui va être accepté, alors badaï c'est une mitzvah de le faire. Donc il faut vraiment que chacun voit, et comme on dit midi à 14h, mes amis, c'est des choses qui sont importantes, encore une fois, c'est un srout, en tous les cas, qui revient au Bechor. Donc comme on dit maintenant, on a dit, à part ce chose-là, on a également la notion de temps. On a le temps qui est aussi important, on va expliquer pourquoi chaque chose a son importance. Mais venez, on revient 2 minutes à ce qu'on a parlé maintenant des bikurim, etc. Sachez que dans la Torah, il y a 3 choses que Hachem il a pointé du doigt en disant réchite les prémices de quelque chose. Premier, c'est bikurim. Deuxième, c'est la chala. Réchit arisotechem. Et troisième, c'est quoi? C'est aser ta'aser la dîme que tu dois prélever de ce que tu gagnes et de ce que tu récoltes dans les champs. Mais il y a une différence entre les 3, c'est quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est que mes amis, apprenez une loi. La chala, si vous ne l'avez pas prélevé comme vous avez l'obligation, vous avez le droit de manger le reste du pain ou pas? Vous n'avez pas le droit. Tant que vous n'avez pas enlevé la partie qui revient au bon Dieu, tout le reste est encore interdit à la consommation. Non, 1 kilo, c'est pas khayab. C'est à partir de 1,8 kg, 2 kg, quelque chose comme ça, il faut regarder le chiot. À partir du moment où il y a l'obligation de faire la frachat chala, si vous ne l'avez pas fait encore, vous ne pouvez pas manger le pain. Donc, peut-être, Bédiabat, vous pouvez faire après finalement, mais tant que tu n'as pas enlevé la chala, tu ne peux pas manger. Pareil, mes amis, pour les agriculteurs, vous n'êtes pas agriculteurs, je sais pas, il n'y a pas de dire, mais bon, David Lemit Nadev, lui, avec les agriculteurs, ouais, bientôt on va lui donner le nouveau titre. Hein. Ouais, il paraît que tu vas racheter une ferme bientôt, j'ai pas, on a dit, hein. Il y a des agriculteurs ici. Ah, bravo. En tout cas, les agriculteurs, eux, quand ils récoltent leurs fruits, etc., on n'a pas le droit de consommer tant qu'on n'a pas prélevé la dîme, c'est interdit. Par contre, les bikurim, c'est différent. Les bikurim, la Torah, elle n'a jamais dit. La Torah, elle n'a jamais dit qu'on ne peut pas manger tant qu'entre guillemets, on n'a pas accompli ce qu'on doit faire avec les bikurim. On nous a demandé une chose. Tu prends le fruit, tu mets un petit fil autour, et le moment venu, tu montes et tu les manges à Yerushalayim, tu dis merci Hachem. Mais en attendant que tu montes à Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait du reste? Mange, kiffe, fais des séoudotes, fais-toi un kiff. Mais tu devras à un moment donné venir et évidemment apporter ce fruit-là à Yerushalayim. Mais en attendant, tu peux le manger. Donc on voit que même s'il y a des différences entre les deux, Hachem il met toujours l'accent, on dit sur les débuts, etc. Mais regardez là où ça va se compliquer un petit peu. Le Bechor, on a mis l'accent dessus, n'est-ce pas? Le Bechor, t'as Pidionaben, t'as tout ça, c'est super. Mais, il y a un grand mais. Hachem, est-ce que lui-même, il a favorisé les Bechorot ou pas?
Je m'explique. Hachem nous a donné à nous l'obligation, n'est-ce pas, de mettre un accent sur le Bechor. Mais est-ce que nous, les Bnei Israël, on est un Bechor quelque part dans l'histoire? Oui, Non. parce qu'on est les enfants de Jacob. Oui, mais alors. Jacob, il a été. Alors justement, Yaakov, il est né quoi? Il est né Bechor? Non. Yitzhak, il est né Bechor? Non. Il est appelé Bechor. Le seul, voilà, il est appelé Bechor. C'est quoi? Hachem, il a entre guillemets transformé en Bechor. Mais est-ce que naturellement on était des Bechorim? Non. À part Abraham Avinu, personne n'a été Bechor. Yitzhak, il n'a pas été Bechor. Yaakov, il n'a pas été Bechor. Moshe, il n'a pas été Bechor. Aaron, qui a été Kohen Gadol, il n'a pas été Bechor. Yosef, qui va être préféré, il n'a pas été Bechor. David Ameler, je continue ou pas? Je peux vous donner des exemples jusqu'à demain. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a préféré des enfants à travers l'histoire qui ne sont pas des Bechorot. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, hein, le premier, c'est le plus important. Si c'est une fille, bah, t'as loupé Pidja la belle. Et pourquoi tu dis pas, bah, on va faire pareil? Toi, t'as préféré le deuxième. Pas vrai, des fois, les troisièmes. Yosef, c'est le combienième de la famille, rappelez-moi? Non, le 11e. Le 11e. Alors, c'est pas le premier qui dit, bon, allez, on s'est trompé dans le calcul. On a attendu un bon moment. Et pourtant, à ce moment-là, on le prend, qu'est-ce qu'on fait? Et là, donc, quelle différence? Pourquoi Hachem, il a un comportement quelque part? Et à nous, il nous demande l'inverse. Alors, je vais vous donner un premier élément de réponse. Pourquoi est-ce que le Bechor, ici, il a une préférence aujourd'hui chez nous? Il y en a qui veulent dire parce que, peut-être, alors, je ne sais pas s'il y a des aînés ici dans la salle, il y a des aînés, il y a des Bechor ici ou pas? Vous êtes Bechor? Les dames aussi, les Bechor? Bon, ok. On va faire en sorte, on va essayer de faire un match égal, ok? Que personne ne se vexe, il y en aura pour tous les goûts. Premièrement, on dit que normalement, mesdames, vous m'écoutez ou pas? On dit que les Bechorot, ils sont censés être les plus mutzlachim, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui réussissent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le plus d'attention, parce qu'ils ont été les plus gâtés. Imagine quand il y a un premier bébé, tu es comme un fou. Il fait un cri, tu es comme un fou. Il pousse une dent, tu es comme un fou. Tu lui changes sa première couche, tu es comme un fou. Il commence à marcher, tu es comme un fou. Ouais, demain tu dois l'habiller, tu vas pas prendre les trucs sur AliExpress à 5 shekels. Tu vas aller à Petit Bateau, tu vas aller à Jacadi, tu vas essayer d'investir, d'accord? Quand tu es au deuxième, troisième, quatrième, ta soeur te donne quelque chose, tu dis merci beaucoup, hop, ça va aller pour le quatrième, c'est top. Oui ou non? Au début, tu as l'impression que limite, tu t'occupes pas de ton fils ou de ta fille. Et finalement, tu investis. Donc, ils ont eu, évidemment, en plus, moi, je me rappelle quand j'ai eu ma fille, moi, il y a quelques années, au même moment, il y avait une belle-sœur qui venait d'accoucher aussi, il y avait un bébé. Sauf que c'était pas le premier, c'était le troisième ou le quatrième. Alors, ils ont évolué vraiment en même temps. Et moi, je me rappelle, je voyais la petite commencer à faire un bruit, commence à tenir debout. J'étais comme un fou, ah, t'as vu ce qu'il a fait? Et mon frère à côté qui voyait aussi son fils, je fais, t'as vu ce qu'il a fait? Il fait, ouais. Genre lui, moi, j'étais un gaga, et lui, c'était, bon, ça va, c'est du réchauffé, c'est mon quatrième, j'ai l'habitude. Donc peut-être par là, les Bechor, ils grandissent avec, on va dire, une confiance particulière, une force particulière, une intention qu'ils ont eue que les autres n'auront pas forcément eu. Mais il y a beaucoup de statistiques qui montrent que c'est faux d'un autre côté. Parce que des fois, ce sont ce qu'on appelle les enfants sandwich, qui sont beaucoup plus téméraires, beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ils ont eu moins d'intention, leur a moins facilité de travail, leur a moins moché les choses, ils ont dû se battre pour trouver leur place à la maison. Tu vois, des fois, le premier, il est un petit peu... Ça, c'est vrai aussi. Moi, j'ai remarqué que très souvent, encore une fois, on ne peut pas faire des règles, non. Mais j'ai remarqué que très souvent, des fois, les premiers-nés, les Bechor, ils sont un peu plus peureux que les autres. Ils ont un peu moins de courage. Pourquoi? C'est très simple, hein. Comme ça a été les premiers, les parents, ils avaient peur de tout. Attention à ça, attention à ça, attention le vélo, attention les rollers, attention la porte, attention le savoir, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire? Ils l'ont habitué à attention, attention, attention. Ils sont tellement épuisés eux-mêmes, les parents, qu'ils arrivent le deuxième, troisième, vas-y, débrouillez-vous. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, vous ne nous appelez pas. D'accord? Tant qu'il n'a pas poignardé, tu ne m'appelles pas, tout va bien, on s'en fout. Donc le gosse, deuxième, troisième, quatrième, c'est des petits moglis, en fait. Ils se débrouillent tout seuls et ils arrivent, ils sont téméraires, ils sont courageux. Ou même des fois au contraire, parce qu'il est deuxième, troisième, il est moins important, le gosse, il sent que pour se faire de la place, il faut qu'il joue un peu des coudes. Et regardez même dans la Torah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont été quelque part les plus mutzlachim de la Torah, ça n'a pas été les premiers. Regardez Ishmaël, catastrophe. Regardez, venez, on va faire une liste. Les Bechorot, Ishmaël, c'était bien ou pas? 0. Esav, c'était bien ou pas? 0. On continue. Dans les Shvatim, Réhouven, c'était bien ou pas? Pas top. Pas top. Jacob, il a préféré Yosef, il a préféré Yehuda par rapport à Réhouven. On lui a tout pris à Réhouven. On lui a pris la Bechora, on lui a pris la Malchout, on lui a pris la Keuna qu'on va donner à Lévi. Pas top non plus. Alors que de l'autre côté, vous avez Moshe, c'était le troisième de la famille, le Manik d'Israël. Aaron à Cohen, le deuxième de la famille, c'est de lui le Kohen Gadol, de lui jusqu'à aujourd'hui. Descend la Keuna. Le seul qu'on a surnommé Tzadik dans la Torah, c'est qui? Yosef à Tzadik. C'est le 11e.
Et David Ameller, c'était le combienième? Le 7e. Le 7e, c'est lui qui a été choisi en Meller. Donc tu vois que il n'y a pas ici vraiment de quelque chose qui est sûr. Alors mes amis, c'est quoi le secret? Pourquoi est-ce que Hachem, tellement, alors, il nous donne l'ordre de préférer les premiers? Si on va de toute façon que quelque part, bah, c'est pas sûr comme donné. Hein. Ça peut bien se passer, comme ça peut être un massacre total. Alors je vais donner un premier élément de réponse qui est très intéressant. C'est que vous prenez dans n'importe quel domaine, parents, je sais pas moi, agriculteur, artiste, ce que tu veux. C'est que la première chose que tu vas accomplir dans ton domaine, ça sera la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui va te transformer en ce que tu es à ce moment-là. Exemple, c'est un artiste peintre. D'accord? Tu as fini l'école. On va vous dire, monsieur, demain, examen final, vous devez nous peindre un tableau complètement de votre imagination. Rien, il n'y a pas, tu prends un modèle de celui-là ou de celui-là, tu peux pas. Vas-y. Et le type, il va faire son tableau avec tous les défauts et les qualités que ça peut contenir. Il va réussir à avoir son titre. Je ne sais pas s'il y a un titre de peintre aujourd'hui, on peut peut-être artiste tout seul. Mais si peut-être tu vas être diplômé d'une grande école. C'est ce tableau-là qui va te donner accès à ton diplôme de tu es officiellement peintre agrégé de telle et telle école. Alors je vous garantis, ce ne sera pas la plus belle œuvre de sa vie. Tu ne compares pas un artiste à 20 ans, 25 ans, et avec 25 ans d'expérience après, au bout de 50 ans, il a appris des choses, il s'est corrigé, il a été critiqué, il va refaire. C'est devenu un autre monde. Tu as l'impression que c'est même pas le même peintre, c'est pas le même coup de pinceau. Mais pour lui, ce sera toujours le plus incroyable. Pourquoi? Parce que cette œuvre-là, qu'il a fait passer de monsieur tout le monde à peintre, c'est lui qui l'a accompli. Tu prends un type pour la première fois qui va travailler un champ, il a racheté une affaire, où il va aider son père. C'est pas dit, voilà, cette parcelle de terrain, c'est toi qui es responsable. Il faut faire aubergine, carottes, concombre, tomates. Allez go, on se voit dans 2 ans. Les premières pousses qui va se passer, ça va donner quoi comme titre? De petit enfant à petit, tu es officiellement agriculteur. Parce que ce sont tes premières pousses, ce sont tes premiers résultats qui font en sorte que tu es ce que tu es devenu. Et pareil, mes amis, pour des parents. On se marie. On a toujours vu les neveux, les nièces des autres, les enfants. Ah, on pensait savoir ce que c'était des gosses, n'est-ce pas? On pensait savoir ce que c'était. Parce qu'au moment où on en a, on comprend ce que c'était. Mais à ce moment-là, quand tu as ton enfant. Alors, je vous dis tout de suite, hein, nos enfants, c'est pas forcément les plus beaux. Nous, des fois, avec nos yeux de parents, on les voit comme les plus beaux. On les voit comme les plus beaux. Mais s'il faut être objectif, non, il y a beaucoup plus beau que ton gosse. Je suis désolé, je ne veux vexer personne. C'est pas forcément le plus intelligent. C'est pas le plus doué, ce que tu veux. Mais pourquoi tes yeux, il est tellement spécial? Des fois, tu vois une mère, elle dit mon amour, mon cœur, ma beauté. Tu vois le gosse, tu dis comment tu peux dire un truc comme ça? Mais pourquoi elle réagit comme ça? Évidemment parce que c'est son enfant. Mais surtout quoi? C'est ce petit être qui l'a rendu maman. C'est ce petit être qui t'a rendu papa. Alors tu vas en avoir d'autres après, évidemment. Mais qui t'a fait transformer de personne sans enfant à papa et maman? C'est l'enfant. Donc comprenez que le premier de quelque chose sera un impact irréversible parce que c'est lui qui t'a fait changer de statut. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et ça a beaucoup d'impact sur une personne. Et c'est pour ça, écoutez bien ce que je vous dis. C'est pour ça que quand une personne, elle arrive à avoir un enfant, elle a un garçon, elle est super fière, je suis devenu papa. Il faut comprendre, hein, pour tout celui qui a vécu l'expérience de devenir parent, t'es pas pareil avant et après. Moi, j'ai toujours aimé les enfants, mais bon, avec une certaine limite, hein, je vous dis la vérité. Quand il y a un gosse qui pleurait dans l'avion, oh là 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 là. Je veux pas dire à quoi je pensais. Si j'ai pu les enfermer lui et sa mère aux toilettes, je l'aurais fait avec plaisir. C'est pas possible, c'est le cas par à ta volote. J'ai pas tapé 4 heures de vol comme ça jusqu'à Marseille. C'est pas possible. Et finalement, quand tu as ton enfant, et tu sais ce que c'est un enfant qui pleure parce qu'il a mal au ventre ou mal aux dents ou qui décide de faire une crise et que tu es impuissant, tu peux rien faire, tu vas passer le vol entier debout avec lui en train de lui faire comme ça, ou lui mettre la tétine, ou lui mettre la crème, ou ce que tu veux. Quand tu vois finalement demain une personne dans l'avion qui galère, bah, tu vas devenir beaucoup plus compréhensif, conciliant, et surtout tu auras beaucoup plus de compassion. Vous avez besoin d'aide, dès que je le prenne, tu vas essayer de jouer avec lui, tu vas essayer de l'occuper, tu vas jouer le jeu parce que tu sais ce que c'est. Maintenant tu es papa, maintenant tu es maman. Le petit truc que tu vois qui te casse les pieds 15 heures par nuit quand il dort pas, tu l'aimes quand même plus que tout. Mais malgré tout, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à que tu sais ce que je me rappelle au final? C'est que le vrai
créateur ici. C'est pas moi, c'est toi. Une personne qui est capable, après 1 an de labeur, vous imaginez, vous savez ce que c'est? Je vais vous dire, nous, quand on se lève le matin à Natania, à Paris, ce que vous voulez, bon, à Paris, vous avez l'habitude du temps pourri. Mais à Marseille, Natania, des gens qui viennent avec, là où il y a de la bonne humeur tous les jours, oui? Et que de temps en temps, tu ouvres le rideau, tu vois qu'il fait mauvais dehors. Bon, tu vas être un peu déçu. Mauvais temps aujourd'hui, il va pleuvoir un peu. Mais finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton parapluie, la voiture, tu vas, tu fais ce que tu as à faire, tu reviens, tu manges une bonne soupe, on a réglé l'histoire. Mais des gens qui vivent selon les intempéries. Les gens, vous voyez des agriculteurs qui disent, oh là là, catastrophe, il n'y a pas eu de pluie, il y a eu trop de pluie, il y a eu du vent, il a fait froid, il a fait chaud. Le type, il est en stress. Il doit aller courir quand il y a beaucoup de pluie ou il y a de la neige ou des choses. Des fois, il faut couvrir par exemple le raisin pour pas qu'il s'abîme. Vous voyez l'organisation que ça demande. Le type, il a passé sa vie à s'investir pour t'offrir là ce Cabernet Sauvignon de 2021. Et là, tu lui demandes de faire quoi? De reconnaître que c'est pas lui. C'est toi, t'as rien fait. C'est Hachem qui a tout fait. Regardez l'exemple jusqu'où il va. On va remonter un peu dans l'histoire. Vous vous rappelez de Caïn et Ével, les 2 premiers frères de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem leur demande de lui amener un petit corban, un petit kiff, un petit cadeau. Alors Caïn et Ével, ils vont s'exécuter. Sauf que comme on le sait, Ével, il va amener une offrande, Caïn, il va amener une offrande également, et Hachem, celle de qui va accepter? Celle de Ével. Le second, le petit. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a amené des prémices, des fruits. Ok. Ével, il a amené quoi? Du bétail. Pourquoi Hachem quoi? Tu veux dire Hachem, il préfère le steak à la pastèque? C'est pas ça. C'est quoi? C'est que Caïn, il a amené des fruits, mais il n'a pas amené les réchites, il n'a pas amené les prémices, le mieux, le meilleur. Alors que Ével, lui, il a amené le meilleur. Pourquoi? Caïn, c'est déjà que t'amènes bien. Imagine demain, tu te fais inviter pour la première fois chez quelqu'un. Tu veux faire bonne impression. Comme on dit, il n'y a pas, David Rabin a parlé de ça cette semaine, il n'y a pas de deuxième occasion pour une première impression. Comme on dit en hébreu, El Izanushnia, les Rochem Rishoni. Comme tu vas rentrer la première fois, c'est ce qui va rester un peu dans l'esprit des gens. Tu vas amener le premier cadeau, bon Dieu. Mais le paquet, investis, casse la tienne, va acheter un beau vin, va faire quelque chose. Prends pas une bouteille à 40 shekels de pinard. Investis. 100 shekels, il est classe et tout. Tu vas mettre un bouquet de fleurs. La première fois que tu rencontres ta belle-mère, tu n'avais pas un bouquet de fleurs pourri à 20 shekels au chou. Tu exagères. C'est pas grave, maintenant il va te falloir, tiens, il va falloir 2 semaines pour que tu t'en remettes. C'est pas grave, mets le paquet. C'est comme ça que ça marche, parce que, il a de la classe quand même, il est généreux. Et ça va rester, c'est comme ça. Et la première impression est importante. Caïn, pourquoi tu mets pas le paquet? Caïn te dit, mais c'est pas une question d'argent. Moi j'ai plein d'oseilles, le monde il nous appartient. Mais c'est que puisqu'on a déjà affaire à des gens, écoutez bien ce que je vous dis, qui ont été maudits et qui doivent maintenant travailler pour des résultats. C'est pas Madame Marichon, où il se levait, il marchait dans un champ. Tu vois, vous voyez Brioche et le Moulin Doré, tout ce qu'on a ici à Natania. Vous allez là-bas, Henri, pour acheter des gâteaux, ou du pain ou des chalotes. Imagine, tu marches dans Natania et tu es entouré de fraisiers, de pain au chocolat, de chalotes sucrées, de salades salées. Il fallait juste cueillir. Elle est magnifique ou pas? Sauf qu'après, il y a la malédiction, quoi? Baiser à ta tu veux des bonnes choses, tu vas devoir travailler, transpirer pour y arriver. Donc les enfants de Adam Arishon, ils sont habitués à une chose, c'est quoi? Pour avoir des résultats, il faut travailler. Et quand il dit attends, une seconde. Pas de problème, mon Dieu, je t'aime bien, t'es gentil, ce que tu veux. Mais qui a travaillé là comme un chien pour avoir le résultat? C'est moi. Alors t'es gentil, tu demandes un cadeau, il n'y a pas de problème. Mais le meilleur, je ne vais quand même pas te le donner pour toi. Je sais que j'avoue que tu as eu un rôle dans l'histoire, hein. Mais pas autant que moi. Alors quand on parle de ça, ça paraît marrant parce que tu diras, il est gonflé quand même. Te mettre Hachem au second rang. Venez, on se dit les choses entre nous, hein. Et nous, on réagit comment par rapport au Dieu? On est capable de donner le meilleur à Hachem ou on le garde pour nous? C'est quoi le meilleur à Hachem? C'est quoi? Le meilleur à Hachem, ce qui vraiment général, c'est les premiers jours, c'est les premières heures du jour. Il veut te voir à la synagogue ou au moins avec les filles à la maison. Mais les meilleures heures, toi, tu les prends dans ton lit, avec un café sur le fauteuil jusqu'à 10h et tu te rappelles ensuite à midi que tu n'as pas mis les tefs, ou tu les as donnés au bon Dieu? Le maaser, quand tu prends ta paye, la première chose que tu fais, c'est de penser au Dieu, ou d'abord je paye tout ce que j'ai à payer, on verra après. Mais il faut comprendre que ces mauvaises habitudes qu'on pointe du doigt chez ceux qui nous ont précédés, on les a encore aujourd'hui, sauf qu'elles ont changé d'identité. C'est pas pareil. C'est pas qu'il y a Hachem qui nous parle directement, mets-moi un corban, et j'ose aller prendre dans le rayon des fruits et légumes des trucs un peu pourris et je lui donne. Et encore une fois, c'est même pas pourri. C'est simplement, c'est pas le meilleur. Mais nous, on est où? À Kama, tu fais de la place à Hachem dans ta vie.
Je vous dis, moi, le meilleur exemple qu'à chaque fois quelqu'un m'a donné, c'est quoi? Et il est horrible cet exemple, tellement qu'il est puissant. Quand tu fais une prière à Hachem, comment tu pries? Imaginez, vous avez une affaire qui va se faire maintenant, une belle affaire à signer, ou une présentation avec une jeune fille ou un garçon. Il te plaît, hein? Il est beau gosse, il gagne bien sa vie, elle est jolie, elle a l'air gentille et tout. Comment tu pries quand tu vas à la synagogue? Parce qu'en vrai, je vais préciser une chose, quand tu as besoin d'Hachem, à ce moment-là, on te retrouve à la synagogue en général beaucoup plus souvent que quand tout va bien. Donc d'un coup, on te voit à la synagogue apparaître comme ça. Moi, je me rappelle, mais bête, on avait un ami à Marseille, on le voyait jamais à la synagogue à part le Shabbat. Et tout d'un coup, on le voyait apparaître à Shacharit. Alors, c'est un ami à mon grand frère, et comme il se charrie, il lui dit, t'as un examen toi aujourd'hui? Il fait, ouais, j'ai un contrôle. Et il a dit, je suis venu, oh, c'est là, il savait t'appeler à la porte. Ok. Donc tu viens. Mais tu demandes quoi à Hachem? Tu dis à Hachem, est-ce que fais en sorte que ça réussisse? Il dit, ah oui, c'est ce qu'on demande. Je demande à Hachem que ça réussisse, oui ou non? Mais ça, c'est pas une bonne prière. Pourquoi? Parce que de dire à Dieu, de demander à Dieu, fais en sorte que ça réussisse, ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait mon plan, toi, tu te mets de côté, juste tu déranges pas, quoi. T'as compris? Fais en sorte qu'il n'y ait rien qui dérange, moi, j'ai fait mon plan, j'ai décidé que c'était bien. Donc, sois spectateur, juste évite les problèmes et on avance. Mais si tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne te demande pas si c'est bien. Je te dis pas, fais que ça marche. Et là-bas, Hachem, si c'est bien, alors que ça réussisse. C'est-à-dire que tu tombais complètement dans les mains de Dieu. Mais je vous dis, un Issaïol qui arrivait à quelqu'un de ma famille il n'y a pas longtemps. Vous savez ce que c'est le Tchoulent? Oui. Vous savez, ah, c'est bien. Quand je dis ça à la j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Le Tchoulent, c'est une dafina ashkenaz, ok? Or, dans l'esthétique, c'est très bizarre. C'est pas comme chez nous, d'accord? Mais quand c'est bien fait, c'est excellent. Sauf que, bon, pendant 2 jours, en général, vous bougez pas très loin de la maison, hein? Ok? Bien fait. Mais c'est excellent. Et sachez que c'est très, très prisé. Quand ça? Le jeudi soir, veille de Shabbat. Surtout dans le monde, dans le Tzibour Haredi, les gens, ils se font un kiff, les couples, ils sortent ensemble, ils vont manger dehors, surtout les barcours yeshivot, ou bien ils vont acheter, ils ramènent à la maison. C'est le kiff. Le jeudi soir, c'est le moment du tchoulot. Tu cherches un tchoulot le mardi, tu vas galérer. Mercredi, ça commence à se faire un peu, mais là où tout le monde fait son billet, c'est le jeudi. Moi, j'ai eu quelqu'un de ma famille, il a eu le filon, il avait des nevrac, il a ouvert un tchoulot. Il a super bien retapé la pièce, il a super bien, bon, il a fait un super standing, il a cartonné. Bon, Rachel, non seulement c'était bon, c'était rempli, cartonné de chez cartonné. J'ai eu encore aujourd'hui ce matin, pourquoi? Du jour au lendemain, il reçoit un message de la mairie, obligation de fermer dans les 48 heures. Il est parti, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, tu dois fermer. Pas d'explication, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, il avait commencé sans autorisation, il l'a eu après. Je l'ai eu aujourd'hui, il m'a dit, je te dis la vérité. Ça marchait tellement bien, qu'il n'y a aucune raison logique que ce soit arrivé. La seule raison, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a décidé comme ça. Il n'y a aucune raison. Le bruit, on était raisonnable. La qualité, elle était bonne. On n'a fait de problème à personne. Tout était... on ne sait pas. Mais ça, c'est quoi? C'est une personne qui est capable de dire, Hachem, tu sais ce que tu fais. Quand tu fais ta tefila, tu dis, Hachem, fais en sorte que ça se passe, donc t'es gentil, te mêle pas, je gère. Ou tu dis, Hachem, c'est pas moi qui ai les manettes dans l'histoire. C'est toi. Si c'est bien, on y va. Mais s'il y a un iceberg qui arrive, mais non, je ne vois pas l'iceberg parce qu'il y a de la brume là pour l'instant, ça paraît nickel. Tout paraît halak. Mais Hachem, s'il y a un iceberg au fond, ou que c'est pas bon pour moi, on arrête tout de suite. Et je ne demande même pas de pourquoi. Donc pour revenir à ce qu'on disait, quand une personne elle a un premier enfant, quand elle a un premier animal, quand elle a les fruits de ses premiers efforts pour lesquels il a trimé, et ça lui revient, c'est ça encore une fois, comme on l'a dit, qui va lui donner maintenant ce nouveau titre de personne anodin à une personne quoi? Incroyable, t'as changé de titre, t'es devenu artiste, t'es devenu parent, t'es devenu ci, t'es devenu ça. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire ces premières personnes? Imaginez. Vous avez déjà vu des artistes, des fois des sportifs qui reçoivent des médailles d'or, ils sont au sommet de leur vie, ils ont marqué l'histoire. Il y a eu dans les Jeux Olympiques de telle année, tel athlète qui a reçu, et des fois combien de fois tu vois évidemment des artistes, des sportifs, prennent leur médaille d'or, leur ballon d'or, chacun avec ce qu'il aime. Ils vont dire quoi? Cette médaille, c'est grâce à qui? C'est grâce à un tel. C'est grâce à mon coach. Il m'a tellement donné. Le type, qu'est-ce qu'il fait? Il se pousse et il fait briller quelqu'un d'autre presque à sa place ou autant que lui, qui était dans l'ombre. Il dit son nom, il va le reconnaître. Wow, les médias, la pub que ça va lui faire, le coach de l'année, c'est au top, etc. Mais imagine quand tu as un sportif, des fois on voit des trucs extraordinaires. Des fois on voit des sportifs, moi quand j'écoute des histoires, je suis impressionné, qui ont été blessés, mais grave.
au foot, au basket, à la course, au vélo, des accidents hyper graves. Le type, il est à l'hôpital. Et on lui dit, monsieur, sachez, vous ne pourrez plus jamais courir dans votre vie, c'est impossible. Maintenant, le type, le sport, c'est sa vie. Il est brisé, il est cassé, il est ce que tu veux. Et il va avoir dans sa vie une personne, des fois c'est sa femme, qui va lui donner tellement confiance en lui que tout est possible, que tu vois, quand on fait le résumé de l'histoire, sur 1 an, 2 ans, le mec, il a passé des tests, c'était impossible de penser qu'il allait revenir à ce genre de niveau-là. Et on le revoit dans la compétition, et le pire, c'est quoi? C'est qu'il va gagner la compétition au bout de 2-3 ans. Personne n'y croyait, personne. Et le type, il dit, quoi? Sachez que si un tel, ma femme, ou truc, il n'avait pas été là, j'aurais pas été capable. Donc en fait, t'as dit que c'est toi qui as fait l'effort, mais c'est grâce à qui? Tu es capable de reconnaître que sans telle personne, tu n'aurais pas été capable. Et c'est ça qu'Hachem demande à un juif. C'est que n'importe comment dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu peux avoir, dans n'importe quel domaine, tu es capable de reconnaître que toi, écoutez bien ce que je vous dis, tu as fait l'effort, tu t'es levé, tu as travaillé, tu t'es investi, tu as fait tout ce qu'il a fallu. Mais sans le bon vouloir d'Hachem, que dalle! Et c'est très difficile, je vous assure que c'est difficile. Vous savez comment on se rend compte que c'est difficile? C'est quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. Et que tu essayes dans tous les sens, tu appelles, tu relances, tu trucs, ça ne marche pas. Tu deviens fou, tu essaies de sauter sur l'occasion, ça ne marche pas. Là, tu te rappelles d'une chose, tu dis, bon, j'ai compris. Je ne prie pas assez pour te demander à toi d'ouvrir les portes, parce qu'il n'y a que toi. Si tu décides, c'est bien. Et si tu décides que c'est pas bien, alors je fais quoi? Si tu fais la tronche, le Tisha B'Av, au travail, à la maison, avec ton gosse, avec ta femme, Zarama, tu as de la Emouna, tu n'as pas d'Emouna. Parce que quelqu'un qui a de la Emouna, il n'est pas triste. Quelqu'un qui a de l'Emouna, mes amis, il n'est pas triste parce qu'il accepte la situation. C'est difficile, bataille. Il dira, Hachem, c'est toi, moi je suis mon accident, mais je ne peux pas me prendre plus la tête que ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et si nous arrivons à être Bessimra, c'est qu'il a fait de la place à Hachem dans sa vie. Et ça, c'est une vraie difficulté. Mais je peux vous dire quelque chose, ne croyez pas les gens qui n'ont pas d'Emouna, qui vont vous dire, ouais, mais c'est trop facile de mettre sur Hachem parce que quelque part, ça te donne bonne conscience. C'est un des privilèges de la Emouna, d'avoir une conscience plus légère. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué dans les Tehillim, Ashler al Hachem yavecha behu yichalkelecha. Ton fardeau, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends? Tu fais quoi? Pas tu le donnes à Hachem, tu le jettes. Là, tu fais comme ça, tu lèves le ballon, vous avez déjà tiré un ballon, et tu tires, mais alors très très fort, très haut. Tu dis Hachem, c'est plus mon problème, c'est le tien. J'ai fait mon maximum, j'arrive pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai en train de rendre fou les gens, c'est plus mon problème. Il y a des gens qui n'ont pas de Emouna, qui ne sont pas capables de ça, ils vont dire, ouais, mais tu cherches la facilité. C'est très difficile de se remettre dans les mains d'Hachem. C'est très difficile de se travailler quand tu te lèves le matin avec la première idée qui te vient en tête, et tu as peur parce que tu as un truc qui te rappelle que tu as une galère, et tu dis, c'est plus dans mes mains, c'est dans les mains d'Hachem. Et il n'y a pas de raison que je sois stressé, c'est un vrai travail de Emouna. Mais ça veut dire que tu as tout compris. C'est-à-dire que n'importe où, dans n'importe quelle situation, quand tu réussis ou non, vers qui tu te tournes finalement? Vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ici le secret, mes amis, des Bikurim. C'est ça le secret des débuts. Tout ce qui te transforme, qui te donne la force, qui te donne ta fierté, tu es capable de dire quoi? C'est pas moi ma fierté, c'est Hachem. Ça, mes amis, c'est la première chose. Alors, cette notion-là, elle marche par rapport à des choses qui demandent des efforts humains. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'autre partie dont on a énuméré, qu'on a parlé tout à l'heure, les notions du début, par exemple du temps. Rosh Hashanah, Shrodesh, la semaine, la journée. Là, tu n'as rien fait pour ça. Ça s'est fait comme ça. Alors pourquoi que je vous demande ici que là aussi tu vas être Magdish, tu vas sanctifier le début de quelque chose? Tu n'as pas été acteur ici, tu as été spectateur. Donc pourquoi ici il y a à nouveau l'obligation? Alors je vais vous donner ici 2 éléments de réponse. La première, quand vous êtes au début de quelque chose, au début d'une année, au début d'un nouveau projet, vous avez ici une perspective qui est très particulière. Pourquoi? Vous êtes capable de voir encore à ce moment-là tout d'en haut. Comme on dit, vue d'avion. Vous voyez comment ça va se passer, vous êtes en train de superviser, vous avez envie d'avancer. Alors que vous le savez, quand on est dans la routine, vous voyez, prenez exemple, vous survolez une forêt, tu vois tout ce qui se passe, tu vois que c'est grand, tu vois qu'il y a des arbres, là il y a un étang, là il y a ci, il y a ça, tu as une vue comme ça générale. Quand tu rentres dans la forêt, qu'est-ce que tu vois? Plus rien, des arbres, un obstacle, à droite, à gauche, tu as du mal à avancer. Le début te donne une vue générale et de perspective incroyable, que tu peux avoir qu'au début. Mais surtout, c'est quoi la chose la plus importante?
c'est que mes amis, c'est au début de quelque chose qu'on est capable le plus de se lancer, d'imaginer qu'on va réussir quelque chose. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous voulez monter une boîte, vous êtes au début d'un projet, vous avez une motivation incroyable et vous vous persuadez que tout est possible. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais engager celui-là, je vais travailler tant d'heures, j'ai tel projet, j'ai telle maquette, c'est possible. Quand tu es dans le projet, une fois que tu as engagé le projet et tu t'es maintenant investi dedans, tu te rends compte des gifles que tu es en train de prendre au passage. Et là tu risques de quoi? Des fois d'être découragé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe des fois? Tu vois un petit tout femme, ouais, j'ai monté un nouveau projet, c'est en train de cartonner, c'est super, c'est super. Tu le vois 3 mois après, il est moins pressé de le boulot. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rencontrer des difficultés. Et alors, quand j'étais au début, j'avais une motivation que j'ai du mal à retrouver au début, parce que l'espoir du début, c'est quelque chose de très très fort. Ils ont fait des statistiques, ils se sont amusés à je ne sais pas qui a fait ça, hein. Moi je ne l'aurais pas fait, je vous dis la vérité, mais ils font un peu de tout le monde. Ils ont essayé de savoir quand est-ce que les gens, ils se renseignaient sur Google, le plus sur le mot régime. Ok? Le mot régime. Quand est-ce que les gens s'intéressent le plus? Réponse, tout le temps aux alentours de la période du 1er janvier. Bizarrement. Pourquoi? Ben oui, parce que nouvelle année, nouvelle envie. Allez, ça y est, à partir de maintenant, je me reprends. Vas-y, c'est fini les mauvaises habitudes, ça y est. Supprime le chocolat, les gâteaux. Si j'ai une déprime demain, je vais pas me taper 3 tablettes de chocolat. Non, je vais faire ce qu'il faut. Le type, il veut se reprendre. Aux alentours de quand? 1er janvier. Et même, écoutez bien ce que je vous dis, même les caisses de retraite, elles ont remarqué que quand est-ce que ça marche le mieux d'appeler des gens pour leur dire est-ce que vous voulez pas maintenant épargner pour votre retraite, pour même une assurance vie. Vous savez c'est quand? C'est à l'anniversaire d'une personne. Premier jour de sa nouvelle année. Le type il est né, je sais pas moi, le 24 avril, le 23 mai. Ok, allez on est religieux. Kaf bet Elul. D'accord? Le type il reçoit un bonjour monsieur, on va vous proposer ici une assurance vie. Alors, si le mec il a 60, bah, je vais pas dire d'âge, après ça va encore me critiquer. Si le type il atteint un certain âge, ok, où il sent que même David Améler il dit que passer cet âge-là, chaque jour que tu vis c'est un cadeau. D'accord? Vous avez pensé à l'assurance vie? Évidemment qu'il va être enclin à l'assurance vie. Il ne sait pas pour combien de temps il en a encore. Bon, je vous rassure, hein, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas pour combien de temps on est là. Sauf que bon, on estime à peu près 70, 80 ans, c'est déjà pas mal. Ok, donc le type maintenant, il a fêté 81 ans. Et il a un appel demain. Vous voulez sourciller l'assurance vie, bah, il va être un peu plus enclin, soit parce qu'il sent qu'il va bientôt passer l'arme à gauche, ou soit simplement parce que c'est le début d'une nouvelle année. Écoutez bien, l'esprit est plus ouvert à de nouveaux horizons quand c'est au début de quelque chose. Ils ont poussé le truc, ils ont dit même en début de semaine, les gens ils sont plus enclins à des nouveaux projets et à des nouvelles décisions. Pourquoi? Parce que c'est le début, c'est l'effet début. Il y aura des mieux que ça encore. Chazal il disait, écoutez bien, que le début d'une journée il est super important. Hyper important. Vous savez quoi? Je mets Chazal 2 minutes de côté et je vais revenir tout de suite. Vous savez que ça a été prouvé aussi par rapport, s'il y a des parents ici ce soir, vous éduquez vos enfants, c'est hyper important la manière dont ils vont se comporter et vous allez vous comporter envers eux le matin. Pourquoi? Le début de la journée, il va influer sur toute la suite de la journée de cet enfant. Alors, tu as les parents, on va faire les 2 cas. Tu as les parents, les blonds, comme dit Gad Elmaleh, qui se lèvent à 6h du matin. Ils se réveillent, ils font chauffer le lait, le choco, ils préparent les sandwichs, lui c'est qu'il aime avec le fromage, lui il veut tomate, lui il veut omelette. Magnifique, 7h moins quart, on commence à réveiller les enfants avec des bisous, avec des boker tov, avec mon diamant, mon bijou, mon modéani, les chansons. Le gosse il se lève, tout va bien. Oui, mettez la petite musique en fond. Hein. On se brosse les dents, ils ont tous des dents magnifiques, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de caries. Tout est bien, on va à l'école, on arrive à l'heure, bonjour madame, tout est bien tenu, les couettes, on a le temps de tout faire, c'est parfait. Le gosse il va passer apparemment une très bonne journée. Par contre, t'as les parents qui ont 35 ans, 40 ans, c'est encore des ados. Ils n'ont pas compris que le matin, il faut se lever tôt. Donc c'est panique, il se lève à 7h30, le gosse à 8h doit être à l'école. Il n'est pas habillé, pas de brossage de dents, il n'a pas déjeuné, rien. Et il y a les embouteillages 3/4 d'heure, si tu pars maintenant. Ah, lève-toi, tu sais plus où tu mets une robe au garçon, tu mets un pantalon à la fille, t'inverses les sandwichs, je ne peux pas brosser les dents, vas-y, fais comme ça pour voir, allez, c'est pas grave, ça passe. Et tu parles dans tous les sens. Papa va qui part, mes couettes, pas grave, vous me coiffez dans la voiture. Le stress, le gosse, il arrive à l'école comme ça. Comme ça. Ils ont dit que ça va influer énormément sur la suite de la journée de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'évidemment que le début, il a ici une grande importance. Mais je vais vous dire mieux que ça, même Chazal, ils disent, écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov et le Harizal sur le début d'une journée.
Il dit le Baal Shem Tov, écoutez bien. Et Bichlal, évidemment, le début de l'année. Mais je vous lis les noms, je vous lis le texte. Hein. Keter Shem Tov, c'est le livre du Baal Shem Tov. Regardez ce qu'il dit. Ki a Adam bekumo mishenato. Une personne, quand elle se lève de son sommeil, sheuna ase bria chadasha. Elle est considérée comme une nouvelle créature. C'est incroyable. Chaque jour, quand on se lève, on n'est pas les mêmes qu'avant. On est nouveau. Nouveau. Il dit pourquoi c'est très important le matin. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite quand on se lève le matin? Qu'est-ce qu'on dit quand on ouvre les yeux? Pourquoi? Il dit qu'on est Akol mitase venimshach achar adibur harishon. Toute la journée, elle va être impactée par ta première parole du matin quand tu te réveilles. C'est pour ça que c'est Velachel izaher adam sheikadesh veitaher dibur harishon bekumo. C'est pour ça que c'est hyper important que tu sanctifies ta première parole du matin. Veizaker marshavato, il doit faire également attention à ce qu'il pense, dans sa tête. Il y aura une influence. Chitit vuka babdusha. Pourquoi? Kedesh yamshich alav. Kol shar advarim shachakar ve'atfila tihim mitor simcha shel mitzvah. Ta tfila elle va être différente. Tu t'es levé bien comme il faut, comme on dit, bien luné. Il y en a qui se lèvent marouge comme ça. Je sais pas ce qu'il y a. Il a une mauvaise humeur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi je suis pas du matin. Tu dis papa mais il est 14h. Non, moi je peux me parler avant mon 7e café. Si, il a un problème. Dis merci, Modéani Fédéraché, merci, je marche, tout va bien, tu vas à la tfila, tu es positif. D'ailleurs, sachez, hein, moi, tu t'es levé de bonne heure, tu as commencé ta tfila, tu as prié Bébian, tu as de l'énergie le matin. Tu as de l'énergie, tu es capable de faire plein de choses. Tu es de bonne heure, tu peux m'aider? Oui. Tu peux aller chercher ça? Oui. Enlève-toi à 9h30 au lieu de 7h, fais ta tfila comme un clochard à la maison, en rapide, tu peux faire ça? Non, qu'est-ce qu'il va encore celui-là? C'est un impact. Rosh Hashanah, à la Khat Kama Vekama. Encore plus. Donc vous avez compris? L'importance, c'est ce qu'on a dit au début. C'est que l'importance qu'il y a dans le début du temps de quelque chose, il y aura dessus quelque chose que tu ne pourras jamais changer après. Et regardez une histoire vraie qui s'est passée, c'est un Shaliach Chabad qui la raconte. Il dit qu'on est au premier jour de Rosh Hashanah, on se trouve à Bangkok. Ok? Les Chabad, en Baruch Hashem, on les trouve n'importe où dans le monde. Il y a un Shaliach à Bangkok. Premier jour de Rosh Hashanah, premier jour de l'année. Titina, petit minyan. Et là, il y a un jeune qui vient les taper sur l'épaule. Il dit regarde, moi je suis juif, je suis israélien. Je sais qu'aujourd'hui c'est le premier jour de Rosh Hashanah, moi perso, je n'ai rien à faire, il me dit. Et je dois prendre l'avion là dans quelques heures pour continuer mes petites vacances. Mais j'ai promis à ma mère que j'allais écouter le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Donc ça ne te dérange pas, si je peux te demander, prendre 5 minutes. Pas même 2 minutes ça prend, tu sonnes, je mets mon petit V sur ma liste et je me casse. L'autre il a pris un peu de cours, il dit bon il veut écouter chauffard, il va être Mechal Yom Tov, ensuite il va être Mechal Shabbat, ensuite. Il dit regarde, là je te propose un truc, je vais te faire le chauffard, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, premier jour de l'année. Je sais que tu as un vol et tout ce que tu veux, mais regarde, reste Rosh Hashanah avec nous, fais les fêtes. Je te nourris, je te loge, je te blanchis. Après, même moi, je vais t'aider à trouver un vol, tout ce qu'il faut. Mais fais-moi un kiff, juste reste avec nous. Il a réussi à convaincre le gosse, il dit, c'est quoi? Ça marche, marché conclu. 2 jours, je suis chez toi, le type il est content, il va pas payer d'hôtel, il va pas payer de bouffe. Ouais, viens, on prend pas. Super. Il reste avec lui Rosh Hashanah. Finalement, il accompagne à l'aéroport après les fêtes, il s'en va. 1 mois après, le gosse, il envoie alors, appelez ça un WhatsApp aujourd'hui. Il envoie un message. Il dit sache que ça fait 4 Shabbats que je ne suis pas Mechalel Shabbat. Et il dit, tu sais pourquoi? Il dit parce qu'on a fait Rosh Hashanah, on a enchaîné sur Shabbat derrière. Le premier jour, je l'ai fait bien. Je me suis dit, le premier Shabbat, je vais le faire bien. Mais dans chaque Shabbat qui vient, je me dis, mais attends, j'ai tellement bien commencé. J'arrive pas à imaginer que c'est ça qui va casser toute la chaîne précédente qui s'est tellement bien passée depuis le début. Et sachez que ça, c'est super vrai. Quand vous prenez un bon engagement, et il est difficile, hein, mais vous tenez, et vous avez maintenant Baruch Hashem à votre actif 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et que évidemment l'Éternel ne lâchera jamais, il te retente à chaque fois, tu as envie de faire la bêtise. Alors en règle générale, tu dis bon, bah, 1 de plus, 1 de moins, ça change quoi? Mais quand on t'a remis le compteur à 0, ou bien même quand c'est en début d'année, tu as réussi à le reprendre, et finalement tu as commencé, tu as fait un sans faute jusqu'à aujourd'hui, tu auras très mal au cœur d'être capable de te dire je vais maintenant faire le truc qui va faire tout tomber. Parce que quoi? Parce que le début t'a donné cette force. Les amis, un autre exemple. Le Korban Tamid, vous savez ce que c'est le Korban Tamid?
C'est un corban qu'on amenait matin et soir, entre guillemets, en fin de journée au Beth Amikdash. On l'appelle tamid. Mais vous savez ce que c'est tamid normalement? Tamid, c'est quelque chose qui est éternel, tout le temps, 24/24, 7 jours sur 7. Par exemple, Esh Tukad, à la Misbech Lotirbe. Tamid, il y a le feu du Beth Amikdash, toujours il devait brûler, toujours. Ça, c'est tamid. Mais le corban matin et 12 heures après un autre, c'est pas tamid, ça. Yisraza, tu sais pourquoi ça s'appelle tamid? Parce que c'est quelque chose qui va commencer et boucler ta journée. Et l'impact que le début et la fin ont sur toi, c'est ça qui encercle, qui va impacter toute ta journée du début à la fin. Alors mes amis, je pourrais encore continuer, mais je vais m'arrêter là-dessus. Écoutez bien le message, parce qu'on va finir avec ça. On est à la veille de recommencer quelque chose. 2 semaines, ça passe super vite. 2 semaines, ça passe super vite. Et comme on l'a dit au début du cours tout à l'heure, regardez encore des fois, quand on a l'impression que tout est terminé, des fois on assiste à des super belles choses et des fois à des drames. Rien n'est terminé réellement. Vous savez que quand on va arriver, si Dieu veut, la semaine prochaine, ce sera la dernière semaine de l'année, à Baalenu les Torah. Il y aura un koach dans les derniers jours de l'année de réparer l'année entière. C'est quelque chose qui, je vous dis la vérité, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Hachem nous fait un cadeau. Il nous fait un cadeau, je ne sais pas si on est conscient. Limite, c'est hypocrite, j'ai envie de vous dire, de notre part. On s'est oublié, on a fait ce qu'on a voulu, il en a qu'on va faire les tzadikim pendant une semaine. Et tu vas dire, mais moi je ne veux pas faire ça, parce que ça ne me concerne pas. Ne sois pas à la place du bon Dieu. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Fais ce qu'on te demande, ni plus ni moins. Moins, c'est pas bien, trop non plus, c'est pas bien. Non, mais moi je vais être un chassid. Non, quand tu veux faire trop, tu vas te casser la figure. Je me dis, c'est moi qui fixe les règles. Moi, je disais que quand on se comporte bien à la fin, on peut réparer l'année entière. On va laisser passer ça, il faudrait être fou. Mais surtout, ce qui m'intéresse, parce que c'est le cours d'aujourd'hui, le début. Écoutez bien, si vous voulez, c'est bien ce que je vous dis. Et je me dis à moi, pas que à vous. Si on veut réussir le début de l'année qui vient, on est obligé déjà de commencer à s'habituer à changer là dès maintenant. Tu peux pas faire un switch le matin de Rosh Hashanah, hop, ça y est, je change. Tu vas avoir le vertige. Tu vas voir comment ce qui se passe. Il faut que tu t'habitues un petit peu. Tu sais que les fiottes, elles sautent. Allez, ça y est, là, recommence. Recommence un peu à te lever. Les mitzvot, la manière de parler, la manière de d'aller ta vie. Vous savez quand même une chose simple, je vous donne un conseil. Quelqu'un qui a besoin, je pense qu'on a tous besoin de ça, un petit peu plus de émouna en Hachem. Surtout avec ce qui se passe maintenant. Un peu plus d'émouna en Hachem. Tu dis maintenant Hachem, je vais essayer de ne pas paniquer quand les choses m'échappent. C'est possible, mais ça demande beaucoup de pratique. Mais si tu veux arriver avec un bagage supplémentaire, rien de connexion avec Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, ça commence pas le jour de Rosh Hashanah, ça commence quand? Avant. Essayez, moi je vous mets au défi. Essayez pendant les 2 semaines qui suivent. Tous les jours, quand vous priez à Hachem 3 fois par jour, vous dites à Kadosh Baruch Hu, si toi tu décides pas que telle chose elle arrive, je vais pas y arriver. Tu l'as déjà, hein? Tu l'as déjà cette chose. Hachem, si tu n'avais pas décidé, je l'aurais pas. Hachem, si tu ne décidais pas encore aujourd'hui que ce que j'ai, je vais le garder, je pourrais le perdre à n'importe quel moment. Et tu te rends compte qu'Hachem peut tout enlever quand tu perds concrètement des choses. Quand tu perds des choses, tu dis je pensais que c'était un acquis. Ben non, c'est pas un acquis. C'est un cadeau d'Hachem. Alors quand vous n'avez pas des choses encore plus difficiles, tu veux quelque chose. Tu veux le mariage. Tu veux un enfant. Tu veux une parnassa qui s'active un peu, là, ça y est. J'ai ramé ces derniers mois, je le veux mon oseille. Mais est-ce que vraiment tu arrives au bureau, tu arrives dans ta journée avec la sérénité? Hachem, c'est toi. Hachem, c'est toi. C'est rien de rendre fou les chatranim, les chatraniotes 10 fois par jour. Vous n'avez pas quelqu'un, vous n'avez pas quelqu'un, vous n'avez pas quelqu'un pour moi. Ils ont personne pour toi. Ils ont personne pour toi. Et je te dis, tiens, un cas désespéré, ils ont personne pour toi. Chas v'shalom. On est tous des perles. Qui est-ce qui a quelqu'un pour toi? Hachem, s'il veut, il va te l'envoyer là-bas des États-Unis. Elle va se perdre à Natania. Elle va te demander un renseignement au Kikar. Coup de foudre. Coup de foudre. Mais vous savez combien... Attendez. Bon, évidemment, il y a Chidouk et Chidouk. Moi, j'ai rencontré un garçon. Il me dit, bon, Hachem, je fréquente quelqu'un, on parle mariage. Mais c'est beau. Comment tu l'as rencontré? Ah, mais un truc de fou. Le type, il est jeune. Donc, pendant les vacances, il a fait serveur dans une réception. Donc, il a servi. Encore une fois, je rentre pas en question de tsniout, machin. Mettez ça de côté des minutes. C'est juste pour vous montrer qu'Hachem, il veut que deux personnes se rencontrent. Il est serveur. Il sert des hommes, il sert des filles dans une réception. Il y avait une jeune fille à une table. Ils se voient tous les deux. Petit coup électrique comme ça. Ils échangent 2 mots, 3 mots, 4 mots, un peu plus. D'où tu viens? I'm from New York. Wow! Elle vient de New York et l'autre il habite à Latania. Mais attendez, ils parlent mariage, hein? Mais comment ils se sont rencontrés?
ni Facebook, ni Instagram, ni Chakranit, ni les applications de rencontres, ni tu connais pas quelqu'un, tu connais pas quelqu'un. Hachem a dit, toi, tu vas prendre ton vol, ma petite, tu vas aller à ce mariage, toi, tu vas te faire embaucher par tel traiteur, par tel service de serveur, et c'est toi qui vas servir la table. Vous savez que chaque serveur, il a son côté. S'il avait à côté, il n'aurait pas vu. Ça, c'est quoi? C'est le bon Dieu. Alors ça, je vous dis, si on peut simplement travailler, déjà au moins la Emouna, je vous assure que si on a la Emouna, on a effacé 90% des problèmes. La peur, l'angoisse, l'anxiété, l'incertitude, et ça pourquoi, comment ça prend ta tête. Tout ce qui se passe, c'est à Kadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, pour arriver à Rosh Hashanah avec cette mentalité et être capable de prier différemment des autres années, c'est un travail. Alors vous avez 2 semaines pour le faire. Mes amis, au travail, et Bezrat Hashem, on se souhaite à tous une très très bonne année. Amen, Kenirasa. אם לא נשכח